Bonjour et bienvenue à Info.tv, c'est l'édition L'Hebdo parce que nous sommes vendredi le 14 mai et l'émission est très chargée aujourd'hui, sérieusement. Et malheureusement, et on commence avec une nouvelle qui est très triste pour la Matapédia, un grand homme est décédé, M. Claude Rivard. C'était un producteur laitier et éleveur. Il a notamment été impliqué au syndicat des producteurs de lait du Bas-Saint-Laurent, à la Fédération des producteurs du lait du Québec et chez les producteurs laitiers du Canada, ayant occupé la présidence de ces organisations. Claude Rivard a aussi pris la présidence du conseil d'administration de Promutuelle Gaspésie-les-Îles et il a joué un rôle clé dans la réalisation du regroupement avec Promutuelle les Riverains et a assumé la présidence de cette nouvelle mutuelle. Parmi les honneurs reçus, il a été intronisé au Temple de la renommée de l'agriculture du Québec, en plus de recevoir le prix Laurent Barré, et d'être membre de l'Ordre du mérite coopératif et mutualiste québécois. Claude Rivard a également participé à la fondation de la section Bas-Saint-Laurent de Parkinson Québec parce qu'il en souffrait lui-même et a assumé la présidence de l'organisme provincial. Donc, tout un homme qui vient de nous quitter et je connais très bien Jessica Rivard et Cynthia Rivard. Et Maude Rivard aussi était à Radio-Canada animatrice, je crois qu'elle l'est encore. Je vous souhaite à vous et toute la famille mes plus sincères condoléances au nom de toute la TVC de la Matapédia. Donc, on se souviendra longuement de cet homme qui a marqué la Matapédia. Passons maintenant au cas de COVID-19 pour le Québec. Le total des cas confirmés, 361 820, plus 838. Donc, c'est quand même beaucoup. Total de personnes rétablies, 343 142. Total des hospitalisations, 530, ça c'est plus 10. Et malheureusement, total des décès, 11 025, ce qui représente plus 8. Le vaccin AstraZeneca en première dose, quand vous avez reçu le vaccin AstraZeneca en première dose, vous pouvez recevoir le Pfizer ou le Moderna en deuxième dose. Il n'y a pas de problème. Et même que certains pensent que ça pourrait être avantageux. Et notons qu'aux États-Unis, ceux et celles qui ont reçu le vaccin ont déjà le privilège de ne pas porter le masque dans certains endroits. Donc, ça peut être intéressant. Maintenant, si on passe un instant, je vais juste vérifier les résultats pour la Matapédia. La Matapédia, il y a 2 cas de plus qui se sont affichés. Donc, c'est 3165 cas rétablis dans la Matapédia, 429 cas actifs et 40 décès, malheureusement. Nos sympathies aux familles, évidemment. Et 17 hospitalisations en lien avec la COVID à Rimouski, dont 6 aux soins intensifs. C'est ce qui représente le bilan, là, en gros, pour la Matapédia. Donc, si on revient à ça ne sera pas long. On va revenir à la suite des choses. Bon. Il a été question dernièrement de la possibilité d'avoir on va résumer ici. La délicate question, on va trouver des mots pour le dire, du consentement anticipé et de l'administrer aux personnes souffrant de maladies mentales graves, donc d'avoir l'aide médicale à mourir. Est-ce que ça va être accepté? C'est discuté à l'Assemblée nationale parce qu'elle a adopté une motion mercredi afin de créer la commission spéciale sur les enjeux reliés à l'élargissement de l'aide médicale à mourir pour les personnes en situation d'inaptitude et les personnes souffrant de problèmes de santé mentale. Donc, c'est à voir, là, c'est pas encore décidé.
N'ayant pas réussi à recruter, maintenant dans la Matapédia, là, on va revenir à ici, n'ayant pas réussi à recruter suffisamment de pompiers volontaires, la MRC de la Matapédia fermera ses casernes de Saint-Vianney et Saint-Léon-le-Grand. Ça, on en avait parlé, il était à la recherche de pompiers volontaires. Ça n'a rien donné. Certains ont donné leur nom, mais finalement, il n'y avait pas assez de temps pour pouvoir... l'employeur n'offrait pas assez de temps et de disponibilité pour qu'il puisse se libérer en cas de feu. Donc, ça a été impossible de trouver assez de pompiers volontaires. Donc, c'est la fermeture. Ça prenait un minimum de 8 pompiers volontaires prêts à intervenir en tout temps. Toutefois, il ne faut pas s'inquiéter parce qu'il y a assez de pompiers volontaires dans les autres municipalités et ils sont capables d'arriver en temps, là, en cas de feu. Comme par exemple, justement, à Sainte-Florence, le délai a été très acceptable pour l'arrivée des pompiers. On sait que c'est encore un immeuble de 4 logements qui a été décimé dans un incendie. Et ça porte le nombre de familles atteintes dans la Matapédia par un incendie à 17. Et puis, Mélanie Lebrun, qui a initié la collecte de dons de biens à Amqui, a précisé que les items qui avaient été pris en trop, qui avaient été reçus en trop, seraient redistribués à Sainte-Florence. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Le 19 mai prochain, en avant-midi, il y aura une grève. Le service de garde sera ouvert à partir seulement de 12h10 et le transport scolaire se fera à partir de 11h30. Donc, il faudra trouver un plan B pour cet avant-midi-là, encore une fois, et ça, c'est au primaire et au secondaire, je le rappelle. Il y a eu un projet de loi, la loi 96, qui a été initiée pour... mais c'est tout nouveau, là. Je vais le lire, là. C'est toujours mieux que quand je le lis. Ce projet de loi a pour objet d'affirmer que la seule langue officielle du Québec est le français. Ça, c'est vraiment une première. Puis c'est surprenant pour un gouvernement de la CAQ. Ça, c'est encore plus surprenant. À cette fin, le projet de loi prévoit d'abord plusieurs modifications à la Charte de la langue française. Le projet de loi propose de nouveaux droits linguistiques fondamentaux, dont le droit à des services d'apprentissage du français. Il reconnaît aussi le caractère exécutoire de chacun des droits linguistiques fondamentaux prévus par la Charte de la langue française. Le projet de loi propose diverses mesures de renforcement du français à titre de langue de la législation et de la justice. Le projet de loi propose plusieurs modifications à l'égard du français à titre de langue de l'administration. Ça commençait à pencher vers l'anglais beaucoup. Il donne ainsi à l'administration le devoir d'utiliser le français de façon exemplaire et exclusive sous réserve de certaines exceptions. Le projet de loi prévoit également l'élaboration d'une politique linguistique de l'État. Suivra ensuite des entrevues réalisées sur le terrain que nous... ça, c'est moi qui avais ajouté ça. C'est ça. C'est que là, vous allez voir le point de presse qui a été vraiment diffusé dernièrement, puis c'est disponible aussi sur Internet. Mais comme ce n'est pas tous nos auditeurs qui ont accès à Internet, eh bien, voici le point de presse. Et je tenais à ajouter ensuite une entrevue, pas une entrevue, une allocution que Pascal Bérubé avait fait à l'Assemblée nationale. Et vous allez voir que pour lui et son parti, la langue française, c'était très important déjà. Quand on regarde les projections, c'est évident qu'on doit en faire plus, puis il y a une urgence d'agir. Bon, vous allez le voir, dans le projet de loi, on a choisi d'utiliser tout de suite la clause dérogatoire. Pourquoi on utilise la clause dérogatoire? Bien, pour se protéger éventuellement
des contestations devant les tribunaux, parce qu'il faut se rappeler que la Charte puis la Constitution comportent pas de clause sur le caractère national du Québec. Et la clause dérogatoire, c'est un outil légitime qui vient apporter un équilibre entre des droits individuels puis des droits collectifs. Et non seulement on a le droit, mais on a le devoir d'utiliser cette clause dérogatoire, surtout quand le fondement même de notre existence comme peuple francophone en Amérique est en jeu. Bon, il va y avoir des personnes qui vont dire que le projet de loi va pas assez loin. Il y en a d'autres qui vont dire que le projet de loi va trop loin. Je pense que ça va être la preuve, ça va être la démonstration que notre projet de loi, il est raisonnable. Mais ce que je souhaite, c'est que ce projet de loi rassemble les Québécois. On a besoin de s'unir autour de notre langue commune. Notre histoire, c'est une belle histoire. C'est l'histoire de plusieurs générations qui se sont battues, souvent dans des conditions difficiles, pour protéger cette nation unique, puis protéger notre langue à travers les années. Et je veux terminer en disant, oui, le gouvernement a une responsabilité, mais chaque Québécois a aussi une responsabilité de poursuivre la grande histoire de notre peuple qui parle français en Amérique du Nord. Et je veux lancer un appel à tous les Québécois, peu importe les générations, peu importe de quelle région ils viennent, peu importe leur origine, quand ils sont arrivés ici, on doit tous s'unir ensemble autour du français pour prendre le relais de nos ancêtres. On doit ça à nos ancêtres. Et notre langue, ben, c'est au cœur de ce qu'on est comme nation. Donc, soyons fiers de cette belle histoire. Soyons fiers de vivre au Québec en français. Merci. Je vais maintenant passer la parole au ministre responsable de la langue française qui va vous expliquer toutes les propositions dans le projet de loi. Donc, Simon Jolin Barrette. Merci, Monsieur le Premier ministre, Maître Champagne. Bonjour tout le monde. Après plus d'1 an de travail, de consultation, de réflexion, nous y sommes. C'est avec beaucoup de fierté et un grand honneur que nous avons déposé ce matin le projet de réforme de la Charte de la langue française afin d'assurer la pérennité et la protection de notre langue. De nombreux ouvrages, études et reportages ont permis d'éclairer notre regard collectif sur l'état du français au Québec. Le portrait qui en ressort est inquiétant et sans équivoque. La langue française recule, et ce, dans plusieurs sphères névralgiques de notre société. Les tendances sont lourdes. Le Québec et la langue française sont indissociables. Quand notre langue perd du terrain, la nation québécoise perd de sa force. La langue française est notre seule langue officielle et commune. C'est en français que nous échangeons, que nous travaillons, que nous apprenons et que nous nous affirmons. La langue française nous unit. Notre projet de loi s'inscrit dans la continuité d'une lutte que nous menons depuis plusieurs siècles. Le Québec existe parce que ceux et celles qui étaient là avant nous ont su construire une nation francophone en Amérique. Nous leur devons d'agir avec fierté et d'assurer l'avenir de notre langue afin que les générations qui nous succèdent puissent, à leur tour, contribuer, en français, à l'avancement de ce Québec que nous aimons. Au déclin tranquille, nous proposons l'espoir d'un renouveau, d'une relance linguistique. Le premier pilier de notre réforme est l'exemplarité de l'État. La protection et la valorisation de la langue française doit devenir une affaire d'État. La Charte de la langue française n'a jamais été conçue pour laisser le bilinguisme institutionnel se généraliser. Il est temps d'y mettre fin. L'État québécois doit également occuper tout l'espace qui est le sien. Le français doit être la langue de l'administration, certes, mais également de la législation et de la justice. Si l'État est un acteur central de la protection et de la valorisation de la langue française, il ne peut agir seul. Nous invitons les entreprises à suivre le mouvement. Le français est l'affaire de tous et les entreprises doivent faire partie de la solution.
Le français est la langue du commerce et des affaires au Québec. Cette signature francophone, de Montréal à Gaspé, est ce qui nous distingue. Elle doit se manifester dans l'affichage, dans le service à la clientèle et dans les milieux de travail. Le visage commercial du Québec doit être francophone. Le projet de loi entend faire respecter le droit de travailler en français, disons-le sans nuance. Au Québec, on doit pouvoir gagner notre vie en français. Le travail constitue un environnement déterminant pour la vitalité de notre langue. Il dicte la réussite professionnelle, mais est aussi un des principaux vecteurs d'intégration des personnes immigrantes à la société québécoise. Pour permettre à tous de participer et de s'épanouir pleinement au sein de la société québécoise, son apprentissage doit devenir incontournable. Notre projet de loi vient reconnaître le droit à l'apprentissage du français pour tous. Les établissements d'enseignement doivent eux aussi faire partie de l'équation. Le français doit demeurer la langue normale des études supérieures. Nous comptons y parvenir en proposant une nouvelle approche, une solution équilibrée. La langue française doit être au cœur de nos institutions et donc du pouvoir québécois. L'importance accordée à la langue française ne doit plus dépendre des cycles électoraux. La pérennité du français doit demeurer une priorité d'action permanente de l'État québécois. Ce changement passe d'une part par la création d'un poste de commissaire à la langue française, comme nous nous étions engagés à le faire dans le rapport Sanson. Permettez-moi d'ailleurs de souligner le travail remarquable de la députée d'Iberville, Mme Claire Sanson, dont les efforts ont contribué à la relance du dossier linguistique au Québec. Un grand merci, Claire. D'autre part, le dossier de la langue française, un élément aussi important de notre identité nationale, doit avoir son propre ministère. La langue française doit disposer de ressources à la hauteur de son caractère officiel. La réforme que nous proposons cherche à redonner à la nation québécoise la place légitime qui lui revient. Après plus de 50 ans de négociations constitutionnelles, une troisième voie s'ouvre devant nous. Le Québec, fier de ce qu'il est et plus confiant que jamais, inscrira dans la Constitution, par lui-même, son existence nationale et l'importance fondamentale qu'il accorde à sa langue officielle et commune. Soyons à la hauteur du meilleur de nous-mêmes. Le Québec n'attendra plus jamais après quiconque pour définir ce qu'il est. Aux communautés francophones et acadiennes du Canada, notre espoir et nos ambitions doivent franchir les frontières du Québec. Nous leur tendons la main. Nous souhaitons inscrire dans la Charte de la langue française cette nécessaire solidarité. Ensemble, nous sommes plus forts. Aux Québécois d'expression anglaise, je le réitère, le gouvernement du Québec agira dans le respect le plus complet des institutions de la communauté anglo-québécoise. Les mesures visant à renforcer le statut du français comme langue commune se feront à l'avantage de toutes les Québécoises et de tous les Québécois, sans exception. La Charte de la langue française est un jalon incontournable de l'affirmation de la nation québécoise. Les Lorrains, Rocher, Dumont et Lévesque et tous ceux et celles qui ont poursuivi le travail ont contribué à définir les fondements de tout un peuple. Nous devons bâtir sur cet héritage pour qu'encore demain, nous puissions vivre en français au Québec. Pour que notre langue soit le moteur de notre prospérité, le symbole de notre unité et l'expression de notre liberté. Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition. Monsieur le Président, je sollicite le consentement des membres de cette Assemblée afin de présenter conjointement, avec la députée de Marie-Victorin et le député de Rimouski, la motion suivante. Que l'Assemblée nationale affirme que le premier critère de sélection des nouveaux arrivants devrait être la connaissance du français. Maintenant, passons au reportage qu'on a réalisé ici à la TVC cette semaine. Nous avons rencontré Nadine Pichette qui a écrit son autobiographie. Je ne sais pas si vous savez c'est qui exactement, mais c'est cette femme qui a perdu ses 2 enfants dans un accident tragique. Donc, elle raconte un peu ça, mais aussi sa propre vie. Et on vous laisse regarder le reportage. Et il y a aussi la grève des enseignants au CEMEC. C'est à leur tour, hein? Je pense que les négociations se font vraiment pas bien, là. Je ne sais pas si c'est en ce temps de COVID que c'est plus difficile, mais on dirait que c'est ça, les ententes avec les enseignants, là, ça passe pas du tout. Pharmacie carboneutre ici
à Amqui. C'est ça, c'est une première là, dans la Matapédia, c'est certain. Et Caroline Damour vous explique un peu c'est ce que ça veut dire et pourquoi ils ont choisi d'adopter la certification. Et nous allons aussi chez ProNature pour voir l'agrandissement qui s'est fait à l'intérieur. Il n'y a rien qui paraît de l'extérieur, mais à l'intérieur, là, il y a vraiment beaucoup plus de choses qui viennent répondre aux adeptes de plein air. Et nous terminons, justement parlant de plein air, avec des images de femmes qui sont en train de jouer à la pétanque tout près d'ici. J'ai pensé bon de pouvoir capter quelques images là, pour vous montrer ça. Et elles sont ouvertes à avoir d'autres membres pour pouvoir jouer. Donc, allez-y si ça vous intéresse. C'est la meilleure façon de pouvoir intégrer ce jeu. Je vous laisse regarder tout ça. Mais tout de suite après la pause, vous allez voir Sophie Champagne qui vous présente le nouveau bottin de la CDC. Vous allez le recevoir par la poste à ne pas jeter. Ne manquez pas le Télébingo tous les dimanches 12h30. Nous aurons droit cette saison à 40 séances, dont 4 méga bingos de 2500 $ et les premiers bingos du mois, la carte pleine est à 1000 $. En nouveauté cette année, achetez 4 cartes sur une seule feuille pour seulement 5 $. 4 fois plus de chances de gagner. Allez chercher vos cartes dans vos points de vente favoris. Bonjour à toutes et à tous, nous voilà présentement avec Sophie Champagne qui vient nous parler de la Corporation de développement communautaire Vallée de la Matapédia parce qu'il va y avoir cette brochure, mais mise à jour. On va recevoir ça par la poste. Hein? C'est une nouvelle formule, vous ne faisiez pas ça avant. Non, avant, on faisait ce bottin-là, mais il était vraiment désigné pour les intervenants. Les intervenants s'en servaient parce que les services de tous les organismes membres de la CDC, il est à l'intérieur avec toute leur description. Et là, ce qu'on a décidé par un comité de travail, un comité de promotion, un comité de la CDC, on a décidé de... Puis on s'est fait dire aussi beaucoup par les intervenants que la population matapédienne ne connaissait pas les services des organismes communautaires. Fait que donc, d'ici sous peu, je vais dire peut-être au début juin, dans la première semaine de juin, tout le monde, tous les Matapédiens vont recevoir par la poste chacun leur bottin avec les services des organismes communautaires, tout décrit à l'intérieur, avec les adresses, les numéros de téléphone. Puis aussi, il va y avoir une page détachable pour afficher sur les frigos. Fait que ça va être un bel outil à conserver. Oui. Et ici, on parle de vos membres. C'est sûr qu'il y a plus d'organismes communautaires, mais c'est vos membres qui sont tous répertoriés ici. Il y en a combien? Il y en a 29, mais au total, ça fait 30 avec la CDC qui va être à l'intérieur du bottin. D'accord. Et ça, on peut le recevoir par la poste, mais est-ce qu'on peut le recevoir autrement si jamais on ne le reçoit pas par la poste ou est-ce qu'on peut aller le chercher directement à la Corporation de développement, la CDC? Effectivement, c'est sûr qu'on va en faire plus de copies pour, d'un, redonner aux intervenants, hein, vraiment avec la mise à jour complète, parce que dans l'ancien, on a eu des nouveaux membres, fait qu'il n'est pas tout à fait complet. Fait que oui, on en fait quelques-uns, fait que les intervenants ils vont en avoir envers eux, puis les organismes communautaires aussi, tous ceux qui se retrouvent dans le bottin, ils devraient avoir des copies eux autres aussi pour être capables d'en partager pour ceux qui ne l'auront pas reçu. Là, il y en a qui vont se demander pourquoi une copie papier alors qu'Internet existe. Bien, c'est pas compliqué. C'est parce que c'est pas tout le monde qui a Internet. On s'entend qu'on a un peu de problème dans la vallée, point de vue l'Internet. C'est pas tout le monde encore qui a la fibre optique. Fait que c'était une problématique, puis on voulait rejoindre vraiment tout le monde. Puis la façon qu'on l'a fait, c'est qu'on veut que les gens le gardent. Fait que ça soit dans votre atelier, il y en a beaucoup qui font de la lecture en allant à la salle de bain, fait qu'ils peuvent l'emmener pour le regarder. Tu sais, il y a pas... ou sur une table de chevet, des fois, le soir, en se couchant, il me semble que ça file pas hier ou quelque chose, ou que je pourrais bien m'informer pour avoir un service, bien, ils vont avoir le bottin direct en main. Ben oui, c'est ça. Et puis, on se disait tantôt, à micro fermé, que
ça va être une copie vraiment à conserver parce que c'est une édition que vous allez envoyer comme ça, mais pas à tous les ans. Non, pas à tous les ans. C'est sûr que si jamais il y a des nouveaux membres, ce qu'on va faire probablement, qu'on va faire la publication de ce nouveau membre-là direct sur Facebook, le Facebook de la CDC, mais on va l'envoyer aux intervenants. Fait que tous ceux qui sont habitués de travailler avec les intervenants du centre de santé, des commissions scolaires, des organismes communautaires, bien, eux autres, ils pourront à ce moment-là avoir la feuille. Mais non, il n'y aura pas une prochaine édition l'an prochain, ça c'est sûr, parce que c'est beaucoup de travail. Oui, c'est ça. Alors, à conserver vraiment précieusement. Et puis, si on veut avoir quand même plus d'informations, c'est possible de vous suivre là, sur Facebook. Oui, c'est possible de nous suivre sur Facebook. Puis, vous pouvez nous appeler. Ça va toujours nous faire plaisir de vous répondre. Si jamais vous voulez avoir plus d'informations concernant une organisation, vous n'êtes pas à l'aise de l'appeler, vous pouvez communiquer avec nous. Puis, ça va nous faire plaisir. Et si des membres veulent s'ajouter, c'est possible. Ben, c'est... On va être encore plus heureux. Alors, merci beaucoup, Sophie. Merci. Pour nous joindre, composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Nadine, nous sommes ici pour le lancement de ton livre. On va dire que c'est le lancement, même s'il n'y en a pas officiellement. On va le lancer ici à la TVC. Moi, je te connais depuis longtemps. Nous sommes amis. Plusieurs te connaissaient aussi parce que tu avais été une petite abeille qui racontait des histoires aux enfants. Tu as travaillé à la captive. Tu es une femme qui a beaucoup travaillé au public et pour les familles. Mais malheureusement, on t'a connu davantage à cause d'un événement qui est arrivé dans ta vie, un accident tragique, la perte de tes 2 enfants, pour qui tu avais commencé à écrire un livre, pour te raconter, pour qu'ils sachent qui tu étais. Et finalement, bien là, tu l'as terminé. Dis-moi un peu comment c'est arrivé, là, la continuité de ton livre. En fait, c'est ça, comme tu dis, Nathalie, j'ai commencé à écrire 1 mois avant la perte des garçons. Et c'était pour leur livrer un héritage. En fait, c'était pour leur livrer qui j'étais dans une autobiographie, pour qu'ils sachent un coup rendu adulte d'où est-ce qu'ils viennent, s'ils ont des comportements, ou s'ils se questionnent, bien qu'ils sachent en fait qu'est-ce que j'ai vécu, parce que je pense qu'on transmet à nos enfants tout un bagage génétique, mais également un bagage émotionnel. Donc, on veut, comme toute bonne maman, que nos enfants soient heureux, on veut qu'ils s'épanouissent, on veut qu'ils soient bien. Donc, je voulais être comme un guide pour eux. Et je voulais, je voulais qu'ils sachent mon histoire, l'histoire de mes parents, l'histoire de mes grands-parents, savoir d'où ce qu'ils viennent. Et pour qu'ils puissent se dissocier, en fait, de ce qui ne leur appartient pas. Donc, s'ils en prennent compte, puis un coup rendu adulte, certains comportements ou agissements, bien, tu sais, ça m'appartient pas. Donc, c'était vraiment pour qu'ils se dissocient de ça, pour qu'ils deviennent des personnes meilleures. Mm-hmm. Et malheureusement, bien, est arrivé ce qui est arrivé, un accident tragique, la perte de tes 2 enfants en même temps. Suite à ça, tu as décidé de t'évader. Tu as dit, moi, je pars, il faut que je prenne l'avion, je m'en vais. Et c'est là un peu que c'est amorcé ton écriture. Oui, parce que au départ, c'est arrivé le 6 janvier 2018. Et au départ, bien là, j'avais plus de raison d'écrire. Donc, j'ai complètement abandonné le projet. J'ai mis ça de côté. Puis, bien, j'ai été très retirée chez moi, ne pas sortir. Puis, au mois de mai, j'ai décidé de partir, oui, dans le sud, afin d'écrire, loin d'ici, pour être tranquille, puis avoir de l'inspiration aussi. Mais finalement, c'est autre chose. Les lecteurs, quand ils vont lire, c'est autre chose qui s'est passé. Mais oui, c'est ça, c'est que j'ai voulu... c'est à partir de là, au mois de mai, que j'ai repris l'écriture parce que ce qui m'aidait beaucoup dans les premiers mois, c'était de faire du yoga et de la méditation. Et je méditais beaucoup, afin de calmer mon mental.
Et c'est dans la méditation que je ressentais quelque chose à l'intérieur qui me disait « Non, poursuis le manuscrit. Va dans cette direction-là, continue d'écrire. » J'ai écouté ce que ça me disait en dedans. Je continuais ma routine de yoga tous les matins, suivie d'une méditation. Malgré la difficulté due à toute cette colère qui m'habitait, je persévérais. Je l'extériorisais par toutes sortes de moyens constructifs, en m'exprimant, en marchant pour me fatiguer, en dessinant, en criant et en pleurant dehors. C'était comme si j'avais un volcan qui était toujours en éruption dans le plexus de mon corps. Je continuais les traitements d'acupuncture, maintenant 2 semaines. La guérison par les cristaux à l'occasion, un dessin par jour. Je marchais toujours et encore un peu loin, un peu plus loin en forêt, en raquette. Je serrais un arbre dans mes bras, je restais en contact direct avec la nature autour de moi. Je l'observais, la contemplais, cette nature qui m'aidera à passer l'épreuve. J'ai commencé à lire ton livre. C'est vraiment bien écrit. C'est pas parce que tu es mon ami, là. Tu décris les personnes qui sont proches pour toi, qui sont importantes pour toi, qui ont forgé ta personnalité. Et à chaque personne, même s'il y a un peu de négatif à l'intérieur des descriptions, tu finis toujours par du positif. Comment tu as grandi à travers ces personnes-là. Et puis, j'aimerais ça que tu en parles un peu là, de la façon que tu as écrit ton livre. En fait, c'est une mise à nu complète. Hein? C'est un accomplissement personnel, mais c'est aussi une mise à nu complète que je livre au public. C'est aussi une histoire de résilience. C'est aussi une façon de rebondir face à l'épreuve, de se réinventer. Et c'est aussi un souvenir pour mes enfants. Je vais revenir à ta question, mais c'est aussi en mémoire de mes enfants avec des photos d'eux à la fin. Mais... Et oui, effectivement, il y a des personnes qui ont croisé ma route. Et oui, il faut en garder que du bon, même s'il y a eu des événements plus difficiles que d'autres. Il n'y a personne à condamner. Et c'est pour ça que je voudrais aussi que les lecteurs puissent lire le livre avec une ouverture d'esprit, avec une conscience, avec un grand respect pour toutes les personnes qui sont dans ce livre-là, parce que tout le monde a contribué, peu importe la façon, parce que les gens agissent avec leur souffrance, agissent avec ce qu'ils ont comme bagage, agissent avec leurs blessures. Donc, non, c'est ça, mais il y a tout le temps du bon, il y a tout le temps un autre côté à la médaille, il y a toujours du positif, donc je n'en garde que du positif pour les personnes qui ont croisé ma route. Mm-hmm. Et il y a des passages aussi dans le préambule dans lesquels tu dis qu'il y a comme des signes de la vie qui t'amenaient à dire « Oui, il faut que j'aille dans cette direction-là ». Tu es une personne qui écoute beaucoup ce que la vie t'enseigne, finalement. Oui, j'essaye, en tout cas le plus possible. C'est sûr, comme le voyage, je me demandais, c'est une dure épreuve. Là. Écoute, c'est un choc émotionnel énorme qui a des répercussions sur le corps physique, émotionnel, mental. Donc, partir toute seule, j'avais eu déjà l'expérience dans ma vingtaine. Partir en voyage. Mais là, après une épreuve comme ça, c'est OK, est-ce que je suis vraiment bonne de partir toute seule? Puis finalement, je me posais la question et il y a eu des personnes qui ont croisé ma route et que j'avais les réponses. OK, bien, tout se place devant mon chemin pour que j'achète le billet d'avion, pour que la casa soit réservée. Tout était libre. Donc, les billets d'avion fonctionnaient. Donc, je me disais, bien, écoute, j'y vais. Je suis due pour aller là. Est-ce que tu as l'impression parfois que tes enfants te guident un peu à travers tout ça? Tes enfants sont présents encore? Oui, certainement. Puis, en tout cas, j'aime y croire. Ça me fait du bien. Puis, juste pour te dire, le livre est arrivé vendredi passé, donc juste avant la fête des mères, la fin de semaine de la fête des mères. Donc, quand j'ai reçu, puis on sait, tu sais, avec le transport, tout est retardé avec la COVID. Puis même l'éditeur m'avait dit, on essaye de l'envoyer pour vendredi, mais tu sais, ça peut être mardi, mercredi prochain, là. Puis donc, je l'ai reçu vendredi. Quel beau cadeau, tu sais, pour la fête des mères. Donc, moi, je vois ça comme un signe, oui. Mm-hmm.
Et c'est sûr qu'avec la COVID, bien là, c'est pas facile de pouvoir faire un lancement. De quelle façon tu penses pouvoir distribuer ton livre? En fait, j'ai déjà commencé, mais il va être disponible en librairie à partir du 18 mai. Donc, tout simplement à le demander en librairie. Sinon, évidemment, vous pouvez me rejoindre par Messenger. Moi, je crée des événements présentement privés pour respecter et avoir le contrôle sur les personnes qui vont venir pour pas qu'il y ait plus que 8 personnes à la fois. Et je me promène de municipalité en municipalité, si le besoin est là, si la demande y est, si les gens sont intéressés. Et c'est ça. Puis ça sera aussi à la demande, mais pour les intimes qui connaissent mon numéro de téléphone, qui veulent me rejoindre par Messenger, moi, ça me fait plaisir, là, c'est sûr. Je vais aller à votre rencontre. Et je vais faire aussi un lancement en Zoom. Mais je vais vous revenir avec ça là, pour la date et tout. D'accord. Tout ce que je peux dire, c'est que moi, j'ai commencé à le lire. Puis vraiment, c'est comme si j'écoutais quelqu'un autour d'un feu de camp qui raconte une histoire passionnante. Alors, merci beaucoup, Nadine, pour nous avoir livré ton histoire. Merci à toi. Après la grève des enseignantes et enseignants au primaire et au secondaire, ainsi que les professionnels et professionnelles, voici les enseignantes et enseignants du Centre matapédien d'études collégiales. Cette grève a été votée par les syndicats affiliés à la Fédération des enseignantes et enseignants de Cégep en raison de la stagnation des négociations pour la majorité des 500 000 employés de l'État, explique la Fédération dans un communiqué. Ce matin, on est ici parce que ça fait 18 mois qu'on travaille on essaie de travailler avec le gouvernement pour renouveler nos conditions de travail, notre convention collective qui est échue depuis le mois de mars 2020. Ça piétine depuis ce temps-là. Le gouvernement parle beaucoup, vous entendez probablement dans les médias, de la priorité qui est l'éducation. Pour ce gouvernement-là, l'éducation semble se limiter à l'enseignement primaire et secondaire, quoique là non plus, c'est pas mer à boire, mais au niveau collégial, nos tables sectorielles, où on veut améliorer le réseau, améliorer certaines problématiques en lien avec les étudiants en besoins particuliers. On a besoin de plus de ressources aussi pour s'accommoder de toutes les nouvelles réalités de formation à distance. On veut baliser ça. Puis il y a toutes des notions d'alourdissement de tâches qui viennent avec des dossiers administratifs et tout ça. Donc, il y a plein de dossiers. Il y a 6 thèmes dans notre cahier de négo pour essayer d'améliorer. Puis le gouvernement, il y a un cadre financier qui représente à peu près 150 $ par enseignant. Donc, on est très loin de pouvoir régler quoi que ce soit actuellement avec ce qu'on nous propose. Puis il y a une fermeture très grande là, d'ouvrir pour essayer de dégager des montants pour réussir à régler. Fait que là, on essaie d'aider notre comité de négo en mettant un peu de pression partout dans la province. Aujourd'hui, jeudi, ce qui est intéressant, c'est que c'est l'ensemble des cégeps du Québec qui sont en débrayage. Donc, les 55 cégeps de la province, autant ceux qui relèvent de la CSN que de la CSQ, font front commun aujourd'hui. Puis on espère que ça donnera un petit peu un élan sur les tables de négociation pour qu'on s'en sorte. Puis c'est pas nous autres nécessairement on était prêts à reconduire notre convention collective le temps de la pandémie. Le gouvernement a voulu négocier. Mais force est de constater que la négociation se déroule vraiment pas comme on le souhaitait. Bien, si on prend juste le CEMEC, là, je pourrais pas donner les chiffres là, pour partout au Québec, mais ici au CEMEC, on est à peu près, là, si on prend l'ensemble du corps enseignant, tout près de 25 enseignants. Donc, puis on roule autour de 120 étudiants là, actuellement. Ça fait que c'est ces gens-là aujourd'hui qui sont... Nous qui débrayons, les étudiants ils en profitent pour faire leurs travaux, inquiétez-vous pas, ils ne sont pas en congé. Je suis convaincu qu'ils sont à la maison en train de profiter du temps qui vient de se libérer pour avancer leur fin de session.
J'en profite aussi pour préciser, parce qu'on constate là, cette semaine que le gouvernement Legault se paie à même nos impôts d'énormes campagnes publicitaires sur tous les réseaux radiophoniques, à la télévision, pour parler à la population, pour dire qu'il nous offre 8 % d'augmentation, ce qui est totalement faux et vraiment fâchant d'entendre cette propagande gouvernementale-là, parce que les offres qu'on nous fait actuellement, c'est 1,75 plus 1,75 plus 1,5. Et je suis pas un prof de maths, mais dans ma tête à moi, ça fait 5 %. Donc, son 8 % et bon, c'est un bricolage avec des forfaitaires qu'on veut absolument rien savoir. C'est un petit cadeau ponctuel. C'est pas un pourcentage d'amélioration, mais il rentre dans son calcul. Donc, je tiens à le préciser parce qu'on n'a pas une grande capacité de répliquer à ces messages gouvernementaux-là qui viennent un peu biaiser l'opinion publique envers les enseignants. Cette semaine, à l'émission Héritage, René Canuel rencontre Céline Raymond. Ils m'ont laissé un héritage. Vraiment, vraiment, vraiment. Ma grand-mère Raymond, les gens disent qu'ils ont connu grand-maman, ben, mon Dieu, qu'elle ressemble à sa grand-mère, elle. Dès vendredi, l'émission sera diffusée chaque jour aux heures suivantes. Oh, ça, c'est la grand-mère Raymond. Tu sais, on se met à danser dans le milieu de la place. Oh, c'est la grand-mère Raymond. L'équipe de la pharmacie Brunet-Damqui, soit les propriétaires Louis Doyon, Jacinthe Belzile et Caroline Damour, accompagnés de la chef cosméticienne Sarah Jane et la gérante Julie, est fière de vous annoncer leur certification pharmacie carboneutre 2021. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Fait que le concept carboneutre, en fait, pour une entreprise, ça signifie qu'on va mesurer, réduire et compenser nos émissions de gaz à effet de serre par l'achat de crédits carbone. Fait que nous, ici, on est devenu pharmacie carboneutre cette semaine. Notre certification carboneutre s'inscrit dans le cadre de plusieurs accompagnements avec pharmacie éco-responsable en lien avec le maillon vert. Plusieurs initiatives ont vu le jour depuis notre engagement dans le parcours pharmacie éco-responsable en 2019. On a d'ailleurs fêté nos 2 ans. Par exemple, on valorise 95 % de nos déchets, soit plus de 14 tonnes de matière par année. On recycle tous les masques de procédure des employés depuis le début de la pandémie. La première année, on a épargné 70 000 sacs de plastique. Puis chaque sac vendu à Saint-Saëns nous a permis de remettre aussi des dons là, annuellement à Centraide Bas-Saint-Laurent. Notre consommation de papier, on l'a réduit. Puis chaque année, c'est l'équivalent de 11,2 arbres là, qui sont épargnés. On propose aussi une foule de produits éco-responsables et en vrac. Puis une autre chose, c'est qu'on n'utilise plus de papier à main pour tout ce qui est des employés. On utilise des débarbouillettes qui sont lavées là, comme 3 fois par semaine, mais on les change à chaque fois. Fait que ça nous permet de sauver des arbres aussi à ce niveau-là. Là. La première étape dans la certification d'une pharmacie carboneutre, ça consiste en un diagnostic là, de notre succursale par maillon vert. Dans le fond, développé de concert avec Planétaire. Le protocole va quantifier et comptabiliser les émissions de gaz à effet de serre générées par le fonctionnement et les activités de la pharmacie. Une fois l'inventaire des émissions des gaz à effet de serre dressé, Maillon vert va déterminer le nombre de crédits carbone à financer pour compenser. Fait que notre pharmacie va compenser ces émissions de gaz à effet de serre en investissement dans un portefeuille de projets certifiés Gold Star avec Planétaire. Également, pour chaque tonne de carbone, là, chaque tonne compensée, dans le fond, contribution va être versée à la conservation Nature Canada afin de financer des projets de protection et de restauration d'habitats naturels sensibles au Québec. Ces derniers vont se retrouver dans les régions notamment de la Gaspésie, Canton de l'Est, Montérégie, Laurentides, Chaudière-Appalaches, Montréal, Archipel Hochelaga dans le fleuve Saint-Laurent. Fait que ce qu'on trouvait intéressant aussi, c'est que la Gaspésie était là-dedans, donc c'est quand même notre coin de pays. Par rapport aux
nos pharmacies là, qui sont un peu comme nous. Là. Au Québec, on retrouve entre 80 et 100 pharmacies qui sont certifiées éco-responsables avec le maillon vert. Pour ce qui est des pharmacies carboneutres, on est environ 20, là, moins de 20, je dirais, au Québec. Dans la Gaspésie, Bas-Saint-Laurent, on devient la première pharmacie carboneutre. Et dans la bannière Brunet, on est les deuxièmes à s'associer à ça, finalement. Je pourrais peut-être avoir la question, est-ce que le prix de nos produits vont augmenter par rapport à ça? Non, pas du tout. Les prix sont toujours déterminés par la bannière et non par nous personnellement. La bannière ne compense aucunement l'argent qu'on investit dans les crédits carbone. C'est un choix personnel de nous, les propriétaires, et c'est nous qui allons payer les crédits carbone une fois par année selon tout ce qui va avoir été calculé. Mais ça ne change pas le prix de nos produits. C'est qu'on l'investisse là ou on l'investisse dans une autre cause, finalement. Ce budget-là, dans le fond, on va le prévoir là, tout le temps. Là. C'est ça. Fait que ça n'augmente pas le prix des produits. C'est pas la bannière qui gère les crédits carbone, puis si ça peut répondre. La certification pharmacie carboneutre MC s'inscrit dans le cadre de leur parcours d'accompagnement pharmacie éco-responsable MC avec maillon vert. Pourquoi est-ce qu'on a décidé d'adhérer à ça? C'est sûr qu'étant certifié pharmacie éco-responsable, on n'est pas obligé d'adhérer à Carboneutre. C'est un choix que nous, on considère comme un investissement pour nous, pour l'avenir. On pense que c'est important de compenser notre empreinte écologique. Ça fait partie de nos valeurs qu'on veut laisser à la génération future, dans le fond, de préserver notre environnement, finalement. Au niveau des clients, par rapport à qu'est-ce que ça change pour nos clients, bien en fait, moi je trouve ça intéressant parce que tu encourages une entreprise qui va investir au niveau de la protection de l'environnement en compensant par des crédits carbone les émissions de gaz à effet de serre. Fait que ce qui fait que si on est une entreprise qui essaie de diminuer notre empreinte écologique finalement, ça va permettre de planter des arbres à certains endroits là, au niveau de l'investissement qu'on a fait. Puis, en plus, bien, on leur offre une large gamme de produits éco-responsables. On en a quand même pas mal, mais on en a d'autres aussi probablement à venir dans le futur. Fait que c'est quand même... Puis, tu sais, on recycle énormément depuis même 2007. Je dirais qu'on recycle, mais on a encore plus amplifié notre recyclage. Fait que... Dans le fond, puis c'est sûr que même si on pouvait composter, on le ferait, mais on n'a pas accès à des bacs de compostage comme entreprise. Mais c'est ça, en général, là, je pense que la clientèle, d'encourager une entreprise comme nous, qui est quand même la seule des pharmacies là, dans toute, justement, Gaspésie, Bas-Saint-Laurent, bien, c'est intéressant parce que c'est une partie de leur argent, finalement, que nous, on réinvestit comme propriétaires dans l'environnement. Là. Au niveau du choix de devenir une pharmacie éco-responsable, au niveau de nous, les propriétaires, c'était unanime là, dans notre décision. C'est sûr que, comme je dis, ça nous amène un certain coût à l'entreprise, mais on pense que c'est important de l'investir dans l'environnement. Fait que non, la décision a quand même été facile. Là. Les agrandissements étant terminés chez ProNature d'Amqui et Rimouski, nous avons décidé d'aller voir ces changements à Amqui et d'y rencontrer le propriétaire Mario Ross. Mario Ross, propriétaire de ProNature Rimouski et Amqui. À Amqui, on compte quand même 5 employés. Rimouski, 5 employés aussi. Pour une dizaine d'employés, plus les temps partiels qui varient autour peut-être d'une quinzaine d'employés total. Écoute, l'année qu'on vient de passer, la demande dans le plein air, dans le récréo-touristique, dans le vêtement était tellement forte. Je pense que le fait que le monde ne voyage pas, ils ont essayé de se trouver des activités là, aux alentours. Fait que ça a fait que la demande a beaucoup augmenté, ce qui nous a poussé là, à faire des agrandissements, autant dans le magasin de Amqui que dans le magasin de Rimouski. Puis justement, dans les domaines qu'on vient de parler, le récréo-touristique, on a rendu des paddleboards, du camping, du plein air, beaucoup plus de vêtements. Là. On a axé là, les agrandissements là, dans ces domaines-là. Oui, entre autres dans le domaine de la pêche, là, les pantalons, là,
qu'on appelle les weathers, là, excusez le terme anglais. Là. On a des nouvelles lignes comme Redington. Après ça, on a beaucoup de nouvelles lignes. Les portable winch, le winch avec un moteur Honda à gaz pour tirer les orignaux dans le domaine de la chasse aussi. On a vraiment beaucoup de nouveautés cette année. On a signé beaucoup de nouvelles compagnies, des nouvelles lignes pour offrir encore plus de produits à nos clients. On a toujours des projets futurs. On a commencé à un magasin, Rimouski. On a acquéri Amkoui. Écoute, le futur va nous le dire. On a agrandi, c'est la deuxième fois qu'on a agrandi à Rimouski. Prochaine étape, probablement, s'il y en a une, il va falloir déménager à une place ou à l'autre parce que les bâtisses sont vraiment exploitées au maximum. Puis, écoute, d'autres magasins dans d'autres villes. La mouche est à l'eau, comme on dit dans notre domaine. Bien, les organismes, souvent, on a plusieurs projets. Fait que quand on a des bénévoles, bien, ça nous permet de rêver puis d'aller plus loin, plus haut, plus vite. Des bénévoles, ce que j'aime, c'est leur authenticité. Les gens viennent avec ce qu'ils sont, ils apportent ce qu'ils ont. Les bénévoles améliorent fortement le tissu social, le sentiment d'appartenance dans une communauté. Merci de faire une différence parce que sans vous, le monde dans lequel on vit serait tout simplement différent. Nous vous remercions pour votre disponibilité, votre écoute et votre grand cœur. On n'existerait pas sans eux. C'est le fun de les voir rire, c'est le fun de les voir de s'impliquer. Chaque geste posé vient en aide au suivant. Le bénévolat, c'est non seulement nécessaire, ça fait du bien à tout le monde. La saison de la pétanque est recommencée à Amkoui. Les adeptes jouent dès qu'il fait beau et il est possible de vous joindre à elle. Le plus simple, c'est de vous y présenter sur place pour vous intégrer. Informatique Barest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barest, vente et réparation d'ordinateurs, services commercial et résidentiel. 418-629-INFO. C'est ce qui complète l'émission pour cette semaine. Je vous rappelle que la première de l'émission Héritage avec Céline Raymond, c'est ce vendredi. Et ça va durer encore 3 semaines parce qu'il y a 3 émissions sur Céline Raymond. Parce que c'est une femme très intéressante et entre autres, c'est notre présidente présentement. On en profite. Et jouer en grand nombre au Télé Bingo ce dimanche à 12h30. Vous allez voir que c'est très agréable de jouer avec nous. Alors, sur ce, je vous souhaite une belle fin de semaine et on se revoit mardi.